pakai botanica. Je m'appelle Kex. Je m'occupe du marketing de Vrong. Je suis aussi DJ sous le nom d'Unculty. Et je suis un aficionado des sneakers et du streetwear depuis le milieu des années 80. Moi je viens du 9-4 et du 9-1. Orly, Athis-Mons. Et au milieu des années 80, je viens du graffiti. Moi, dans mon quartier, il n'y avait rien, donc je bougeais. Ok. Je bougeais. Donc toi, c'était vraiment le quartier d'à graffiti. côté ou à Paris. Au départ, c'était vraiment le graffiti, la danse que j'ai toujours aimé danser, et le son parce que j'ai toujours collectionné les disques, même avant le hip-hop. À l'époque, c'était vraiment plus tag et graphe le long des voies, tu vois. Il y avait quelques tirs à vagues, mais le but, on cherchait quand même plus à être vu. C'était vraiment les prémices du truc, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais. Donc, déjà, on n'avait pas énormément de bombes pour pouvoir en faire régulièrement. Et ouais, c'était vraiment le long des voies de chemin de fer, le long des voies de RER. Ok. C'est là où il y avait le plus de chances d'être vu. Pour le graffiti, c'était vraiment un truc entre potes, un kiff, tu vois, sans spécialement. Moi, j'ai jamais été un grand dessinateur au caisse, donc c'était plus un truc un peu vandale et plus de monter l'adrénaline, de kiff entre potes, de partir en mission. Tu vois, moi je me voyais comme ça, comme si j'ai jamais vu le truc artistique dans l'histoire, quoi, vraiment. Tu vois. Vraiment un truc de chilling, quoi. Ouais, pas de chilling, non, parce que c'était quand même plus la nuit et il y avait quand même un petit peu d'adrénaline dans l'histoire, tu vois, mais ouais, j'ai plus vu comme ça que comme un truc artistique à long terme, quoi. Le crew de départ, c'était SSK, Southside Kings, puisqu'on venait de la banlieue sud, avec le seul qui était un des plus jeunes à l'époque, qui est encore en action et connu, c'est Myst. Mais il y avait un autre gars qui s'appelle Ninja, mais qui a arrêté, qui a dit je sais pas trop ce qu'il est devenu. Je parle de ça, c'était quand même 25-30 ans, tu vois. Donc, et Shaft, moi, et un mec qui s'appelle Shed Too aussi. J'ai d'abord été marqué par les années 80 avant d'être marqué par les années 90, tu vois. D'accord. Et donc aussi marqué par des trucs pré-hip-hop. D'accord. Ben, la vibe des années 80 en général, c'était un fonctionnement très tribal. Quelques styles que tu sois, tu vois. Du punk, au hip-hopper, aux rockers, aux rockers. Maintenant on dit rockers, mais en fait il y avait plusieurs catégories de rockers. Tu avais les Cats, les Rebelles, les Teddy Boys, chacun avec des styles de musique, des façons de penser, des façons de s'habiller. Et moi j'étais éduqué là-dedans en fait, tu vois. Un truc très codifié. Tu mets ça parce que tu écoutes ça, et que tu es comme ça, que tu penses ça politiquement. T'appartiens vraiment à une culture. Ou une tribu avec des frontières assez précises, tu vois. À l'époque, quand tu mettais tel blouson, tel badge de tel groupe, tel type de chaussures, ça voulait dire quelque chose, quoi. Que tu appartenais à tel type de voilà, mouvement. Et tu risquais de te faire... tu te faisais tester systématiquement par les autres gens des autres mouvements qui t'aimaient pas spécialement, mais aussi par les mecs de ton propre mouvement, pour savoir entre guillemets si c'était un vrai ou un faux, quoi. D'accord. Donc moi j'ai été éduqué là-dedans. Et après, donc le truc des années 90 il est venu après, mais en gardant cette base là parce que cette base identitaire un petit peu. Ouais, enfin ouais, identitaire, on va dire identitaire, communautaire, identitaire. En fait,
plus que des anecdotes, parce que les anecdotes, il y en a plein, ça serait trop loin à raconter, et trop anecdotique peut-être justement, tu vois. Moi, ce que j'ai kiffé dans les années 80, c'était vraiment le côté do it yourself, débrouille-toi pour trouver tes marques, ton style, tu vois, c'était un truc, contrairement à aujourd'hui où, entre guillemets, avec Google, le monde il vient à toi, là, il fallait que tu ailles au monde. Parce que si tu restais dans ton coin, bah, il se passait rien. Donc quand tu t'intéressais à quelque chose, tu cherchais, tu rencontrais des gens, tu cherchais à savoir plus par des rencontres, par des voyages, par des débrouillardises X ou Y, tu vois. C'était pas qu'une question d'avoir des sous, il fallait aussi se bouger, quoi, tu vois. Parce que, encore une fois, c'est toi qui allais au truc, c'est pas le truc qui venait à toi. C'est toi qui allais au truc. Il y avait pas, dis-toi qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de magazine, tu ne pouvais pas le vivre dans ta chambre. Ça, c'était impossible. Si tu voulais le vivre, il fallait sortir de ta chambre. Je veux dire, ouais, c'était impossible parce que de toute façon, dans ta chambre, il n'y avait rien. Il y avait 3 chaînes de télé, tu vois. Une cassette audio qui tourne en boucle. Une cassette audio, bon, à partir de 82, il y a eu plus de radio libre, donc c'est ce qui a un peu aussi démocratisé les choses. Mais même, tu vois, il y a des sons que j'ai écoutés sur les radios à cette époque-là, que j'avais sur des cassettes. J'ai découvert ce que c'était 20 ans ou 25 ans après, tu vois. Où j'ai trouvé le truc en vrai 20 ans ou 25 ans après, parce que tu n'avais pas accès forcément à tout, quoi. Mais même si tu avais le nom, t'allais chez le disquaire dans ton quartier, il connaissait pas, tu vois. Et même si ouais, voilà, tu vois, donc fallait avoir les sous pour acheter le truc, et après fallait trouver le truc. Donc déjà, ça te mettait un gros paquet de barrières, surtout quand tu venais de banlieue et que t'avais pas forcément accès. Et même quand t'étais à Paris, tu vois, il y avait pas, c'était pas, tu faisais 4 magasins et tu trouvais le truc, quoi. Il n'y avait pas de magasin. Les magasins ils vendaient des chaussures de sport, par exemple, tu vois. Donc il fallait gratter là, trouver une solderie qui avait un truc là, qui avait encore des vieux trucs là. Ou tu vois, c'était que de la débrouillardise. Ou alors partir en Belgique parce qu'ils avaient des footlockers et des athlètes foot 5 ou 10 ans avant nous, partir à Londres pour trouver des trucs, avoir des connexions de gars. Nous, on se fournissait beaucoup via... à l'époque, il y avait encore le service militaire, tu vois, et beaucoup de gars de banlieue allaient au service militaire en Allemagne et se retrouvaient à côté de bases américaines. Et dans les foyers américains, bah, tu trouvais des produits américains, donc ils se faisaient potes avec des Américains et qui leur sortaient, tu vois, genre, bah, nous, les Jordan 4, avec les survêtements Flight, on les a eu comme ça. Parce que c'était pas en vente en France, on pouvait pas aller aux États-Unis, mais on avait des potes qui étaient en Allemagne et ils se sortaient des foyers américains comme ça, tu vois. Mais voilà, tu vois, c'était que. Il n'y avait pas de PayPal ready ou de trucs comme ça, quoi. C'était. Fallait se bouger. Du coup, ça faisait que les gens qui étaient là-dedans, c'était obligatoirement des passionnés. Tu vois, il n'y avait pas... il y avait un effet de mode soit, mais entre le côté tu te fais tester, où tu peux te faire dépouiller à chaque coin de rue, parce que tu as le blouson qu'il faut pas ou qu'il faut trop. Mais bien sûr, C'était jusqu'au début des années 90, c'était vraiment présent, quoi. Parce que c'était une façon aussi de te tester, tu vois. Enfin, il y avait le test, le fait qu'il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas voir les trucs, donc ils se servaient sur les gens, et ceux qui n'avaient vraiment pas de thunes et qui dépouillaient pour revendre, tu vois. Mais ouais, mais c'était un truc qui était aussi bien n'importe quoi. N'importe quoi. Une banane, une casquette, une lunette, une chaîne, n'importe quoi. Ça, c'était une donnée que tu étais obligé de prendre en compte quand tu sortais. Que tu étais tout seul. Ouais. Tu sais qu'il y a des... Bah, tu sortais, tu étais tout seul, si tu devais passer à la gare du Nord, c'était tendu pour toi, par exemple, tu vois. Si t'étais trop bien sapé. Si tu connaissais pas les mecs des gares du Nord, ou tu vois...
C'était une donnée que tu devais te prendre en compte, tu vois. C'était pas comme aujourd'hui où tu peux te promener avec Avec tes Yeezy dans la... avec ce que tu avais que pour 10 000 euros de PSA dans la rue et tu marches normal, personne ne va venir te tester. Là, même une casquette, c'était rare, dis-toi. Dis-toi ça, quoi. Et d'une, c'était cher et c'était rare. Pour trouver une casquette à l'époque, il y avait deux magasins une casquette ou un starter, il y avait deux magasins de sport US qui vendaient ça à des fans de sport US, tu pouvais le trouver que là. Donc tous ces trucs-là, c'était genre, fallait assurer, assurer dans tous les sens du terme pour les garder sur toi. Parce qu'à tous les coins de route, tu pouvais te faire tester. Donc, mais cette donnée-là, plus la donnée pour avoir le truc, faut aller la chercher de ça, ben, si t'es pas passionné, tu lâches vite l'affaire, quoi, tu vois. Tu passes vite à autre chose. C'est trop galère. C'est trop galère. Il y a toujours des passionnés. Mais maintenant, si tu veux, le truc, il est... Ben, comme n'importe quelle culture qui se démocratise, en se démocratisant, ça perd un peu de son essence. Tu vois, c'est la base d'un truc, quoi, tu vois, ça va avec la popularité. En se popularisant, il y a plus de gens qui se mettent dedans, des gens forcément moins impliqués, moins conscients de certaines choses, et automatiquement, ça perd un peu de son essence, quoi, tu vois. Moi, j'ai grandi avec des codes, etc. Donc, dans les années 80, tous ces codes par rapport aux tribus, tous ces petits codes, tu vois, tu mets pas une paire de Nike avec des chaussettes Adidas. C'est con, mais voilà, moi je suis resté sur ce truc-là. Après toute l'époque du matching hip-hop où tu matches tes chaussures avec ta casquette, ton polo, etc. Donc moi tout ça c'est resté. Après je le suis peut-être moins qu'avant, tu vois, mais c'est quand même intégré dans ma façon de m'habiller, tu vois. Donc c'est vrai que on a l'habitude de dire, même en général, quand tu veux connaître quelqu'un, tu regardes ses chaussures. Si elles sont bien cirées, si elles sont propres, comment elles sont entretenues, la qualité des chaussures, tu vois. Pour moi, la chaussure, c'est un truc important, même si c'est pas des baskets, parce que je mets pas que des baskets. J'ai aussi plein de chaussures entre Timberland, Grandson, des chaussures Ralph Lauren. Mais pour moi, la chaussure, ça a toujours été un truc qui te définit un peu, tu vois. Et donc souvent, moi, je choisis d'abord mes chaussures et après la tenue qui va avec ma chaussure.